Salut Florian. Bonjour Zina. On se retrouve alors pour un nouvel épisode de Résélire, l'émission littéraire sur les livres qui parlent de crise et comment les surmonter et qui nous inspirent parce qu'ils mettent en scène des personnages qui sont très résilients et qui nous montrent comment les idées puissent pousser sur des ruines comme des herbes folles, comme des plantes rurales. Aujourd'hui, on va parler de la Hirtennovelle, le roman d'un berger de Ernst Wiechert. Un roman qui est apparu en Allemagne en 1935 et qui va être publié par vous, par les éditions du Typhon, en avril 2022. Donc dans une première traduction française, si j'ai bien compris. Parlons surtout de cet auteur, parce que c'est vrai que Ernst Wiechert, il a une image un peu difficile en Allemagne. C'est un auteur d'abord, qui a deux problèmes. D'abord, c'était un auteur à succès dans les années 30, donc en pleine montée du pouvoir nazi, donc en pleine montée de l'idéologie aussi national-socialiste, et en même temps, il met en scène une nature, la nature comme un lieu magique, mystique, mystérieux. Oui, on pourrait penser que pour un bon nazi, ça fait partie d'une liste de lecture. Voilà, donc c'est peut-être ma première question. Est-ce que c'est un auteur nazi? Alors non. Ah. Donc effectivement, il y a eu un malentendu sur son œuvre et ce malentendu, il a tenu à le dissiper avec ce roman-là, Roman d'un berger. Pour faire un résumé rapide de la vie de Ernst Wiechert, Ernst Wiechert, il est né à la fin du 19e siècle en Prusse orientale, donc aujourd'hui en Pologne. Il est né dans une famille très pauvre, son père s'occupait d'une forêt, sa mère était femme au foyer. Mais comme il était très bon à l'école, il a eu la possibilité d'aller étudier à Königsberg, qui était la capitale de la Prusse orientale. Aujourd'hui, ça s'appelle Kaliningrad. Königsberg qu'on peut connaître parce que c'était également la ville de Kant, Immanuel Kant. Bon, avant la Première Guerre mondiale, Ernst Wiechert, c'est un jeune homme de son temps, c'est-à-dire que lui aussi, il est complètement pris dans la fièvre nationaliste de son temps et il s'engage volontairement lors de la Première Guerre mondiale. Il fait la guerre et il sort de la guerre absolument brisé. Brisé par rapport à son passé, par rapport à son idéologie, et il décide de se mettre à écrire. Il écrit des romans qui, c'est vrai, ne se passent pas dans les villes. Ce sont des romans qui sont très critiques sur un certain type de progrès, le progrès technique. Ce qui explique qu'en 1933, quand les nazis arrivent au pouvoir, son œuvre n'est pas considérée comme étant une œuvre de l'art dégénéré, au même titre que Lehmann, Joseph Roth, Irmgard Coin, dont on a parlé, Wolfgang Köppen, lui, il passe. Et ça l'affecte beaucoup. Il se dit, mais non, mon œuvre, ce n'est pas du tout une œuvre nazie, ce n'est pas du tout une œuvre de la Blut- und Bodendichtung. Blut- und Bodendichtung, c'était cette poésie donc, du sang et du sol qui, en fait, vantait les mérites de la terre pour mieux chasser, expulser les supposés déracinés, c'est-à-dire les juifs. Et Ernst Wiechert ne participa pas du tout à ça. Donc en 1935, il compte lever le malentendu en écrivant Roman d'un berger, qui n'est pas un roman ouvertement contre le nazisme, mais dans toutes ses thématiques, c'est un roman qui n'est pas du côté des vainqueurs, mais du côté des vaincus. Joseph Goebbels, donc ministre de la propagande, il lit ce roman et dans son journal intime, il note « mais c'est quoi ça? Il faut absolument le surveiller parce que ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on avait de lui ». Ernst Wiechert, en 1938, il est également, vacataire, docent à l'université de Munich, et il tient un discours devant ses étudiants en disant je suis contre le nazisme, c'est une honte, etc. Ça lui attire de nombreux problèmes. En particulier, il est interné au camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar. Il subit un traitement extrêmement sévère. Il peut sortir au bout de quelques mois avec la promesse de ne plus jamais écrire. Promesse qu'il ne tiendra pas, parce qu'il continuera à écrire, mais il ne pourra pas publier. Il écrira donc 2 chefs-d'œuvre qui sortiront après-guerre, Les Enfants Jérômine et Missa sine nomine, et Ernst Wiechert s'éteint en 1950. Et c'est son premier roman en français? Alors, les romans Les Enfants Jérômine et Missa sine nomine sont sortis dans les années 50, chez Kalman Levy. Ces romans précédents, dont un, le Bœuf blanc, est sorti pendant la Seconde Guerre mondiale avec sous Vichy, en France, sous l'État français, avec un traducteur d'obédience vichiste et qui avait complètement modifié la traduction de façon à le faire passer pour un auteur Blut- und Bodendichtung, c'est-à-dire un auteur du sang et du sol, ce qu'il n'était pas. Oui, ce qui montre comme la traduction peut déformer aussi un texte qui n'est pas du tout comme ça à l'origine. Bon, parlons quand même de cette nouvelle qui est magnifique. Et peut-être on commence avec cette scène d'ouverture qui m'a beaucoup impressionnée.
Alors effectivement, précisons que le roman se passe avant la Première Guerre mondiale, dans un petit village très pauvre de Prusse orientale, un village qui est entouré de forêts et de marais. Le personnage principal, au début, c'est un enfant qui s'appelle Michael, et dans les premières pages du roman, il assiste au décès de son père. Son père, qui est comme garde forestier, il est en train d'abattre un arbre et l'arbre s'abat sur lui. Cet enfant, donc enfant du malheur, qui est l'enfant le plus pauvre du village, désormais le fils d'une veuve, il va à l'école, et à l'école, comme malheureusement c'est le plus pauvre, il ne peut pas rester très longtemps, il devient berger. Et en étant berger, il commet un exploit. Et cet exploit lui attire les louanges de tout le village, et le village se met à dire, donc du plus riche au plus pauvre, « Oh, mais cet enfant, c'est peut-être comme dans la Bible, c'est peut-être comme David, il est appelé à remuer le monde. » Mais la littérature n'est pas la Bible, cet enfant, il ne va pas remuer le monde, il va bouleverser le monde, mais autrement. Et c'est cet autrement qu'on va suivre lors de ce récit. Donc on suit Michael de l'âge de 6 ans, je crois, jusqu'à ses 16 ans. Et c'est vrai qu'en tant que lecteur, dès qu'on a un jeune homme qui grandit, on a l'impression que ça doit être un roman d'apprentissage, un roman de formation. Mais en regardant bien, on a plutôt l'impression, comme tu dis, que c'est pas lui qui change profondément, mais c'est plutôt le monde autour éventuellement. Donc est-ce un roman de formation? Ah oui, non, c'est une très bonne remarque. Alors c'est vrai que voilà, nous qui adorons la littérature allemande, on sait que donc, Bildungsroman, roman d'apprentissage, roman de formation, c'est au départ, disons, presque une spécialité allemande. À la fin du XVIIIe, ça évolue, etc. Ernst Wiechert, il adorait ces romans-là, mais il disait, tiens, dans les romans de formation, on a peut-être l'idée d'une formation à la société. Et qu'est-ce qu'attend la société pour Ernst Wiechert? Elle attend une performance sociale. Et Ernst Wiechert, il parlait plutôt de romans de déformation. Pourquoi? Parce qu'au départ, que ce soit la société ou le lecteur projette certaines attentes, l'attente d'une performance, l'attente du héros, et Ernst Wiechert nous conduit ailleurs, non pas du côté de la performance sociale, mais davantage du côté du bonheur sensible. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelques personnages, comme les amis du jeune berger, qui reviennent vers lui, qui vont à l'école loin et qui reviennent vers lui, qui veulent passer du temps avec lui dans la forêt. Donc ils retrouvent un peu leur origine, leur source dans la nature. Mais il y a un autre aspect, je trouve, parce que tu parlais de la scène d'ouverture, c'est qu'il y a ce petit enfant à côté de son père et qui est clairement sous le choc. Mais on a l'impression aussi que tout se fait dans ce moment même, comme s'il avait déjà une compréhension profonde de la vie, de la mort, et qu'il accepte tout, comme s'il faisait une sorte de pacte avec cet arbre tombé, et qu'il est en train de tout accepter, et que, voilà, à partir de là, il ne va pas changer profondément, non? Alors effectivement, c'est un enfant sans enfance, un enfant du malheur, et à partir de là, ça va le mettre, si vous voulez, en connexion directe avec un certain type de souffrance. Et il va se mettre à avoir une capacité empathique très très forte pour la souffrance, pour les souffrants. Et tout le roman porte un regard doux et accueille les humbles dans des lueurs douces. Donc on voit que c'est tout à fait à l'opposé de la mentalité des nazis, la mentalité du vainqueur. Non, là on est clairement du côté des vaincus. Bon, on va revenir à sa relation avec la nature et les autres, mais parlons du style. C'est vrai qu'en le lisant en allemand, j'ai remarqué à nouveau comme le vieux allemand est très loin de notre langue moderne. Je crois en français c'est moins violent, mais ça doit être un vrai défi pour un traducteur. Comment toi tu décrirais ce style? Alors il y a quelque chose de très intéressant et ça m'a fait penser à une phrase de Flaubert. Flaubert il disait, il a dit dans une lettre à Louis Collet, le style est une façon absolue de voir les choses. Et ce qu'il voulait dire par là, Flaubert, c'était pas absolu dans la mesure où l'auteur serait au-dessus de sa création et dominerait tout. Absolu, pour Flaubert, ça voulait dire, en fait, délié de son propre regard. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus simplement? Ça veut dire qu'en fait, Flaubert, il était capable, par son style, qui était ce discours indirect libre, de s'immiscer dans la conscience de ces différents personnages. Et ce qui est intéressant chez Ernst Wiechert, on retrouve la même chose dans la mesure où cette grandiloquence, bien souvent, c'est la grandiloquence des personnages mêmes, non pas de Michel, mais de tous ceux qui l'entourent, qui se mettent à avoir des élans lyriques sur la nature, sur le destin de Michel, sur le destin du village. Et Ernst Wiechert, il rentre dans la peau de ces personnages et ensuite, il s'en détache. Et comme tu l'as remarqué, il s'en détache et ça fait une distance ironique parce qu'il y a un contraste entre la projection, ce qui évolue, et les faits, ce qu'ils sont. Et en même temps, il ne se moque pas de ses personnages. On n'a pas cette impression-là. C'est-à-dire, il arrive à créer un équilibre entre la description de la beauté de la nature, et là, il est très sérieux,
et en même temps des petites touches ironiques donc, qui font rire, qui surprennent et qui rendent la lecture très agréable. On va peut-être lire un petit extrait, une scène qui parle donc, de cet exploit dont tu as parlé tout à l'heure. Je présente rapidement l'extrait avant de l'entendre en allemand puis en français. Donc cet extrait, ça se situe dans le premier tiers du roman. C'est le moment où Michel, le jeune berger, va commettre son exploit. En tant que berger, il est censé protéger donc son troupeau, et là, il va avoir l'occasion de protéger son village. Tau lag auf den Gräsern und die frühe Sonne stand noch tief und rot über dem Moor, als die Herden und ihre Führer am Rande des Waldes aufeinanderstießen. Laban trug keinen Grashalm mehr zwischen den Lippen und auch seine Sorgen wegen des Pfarrers schienen vergangen zu sein. Aber seine Kriegserfahrung reichte nicht aus, um zu bemerken, dass Michael ihm zunächst die Sonne abgewann, um von ihr nicht geblendet zu werden. In dumpfer Kenntnis primitiver Kriegsführung versuchte er mit homerischen Streitgesprächen die Feindseligkeiten zu eröffnen, indem er fragte, ob dieser Sohn einer Hure die Absicht habe und bereit sei, an seinem steifen Arm zu verhungern. Und obwohl Michael die Bedeutung des Schimpfwortes nicht verstand, fühlte er doch, dass seine Mutter hier auf eine unedle Weise von unedlen Lippen geschmäht wurde. Und ohne ein Wort der Entgegnung hob er die Schleuder und traf die vorderste Kuh aus Labans Herde so hart in die Flanke, dass sie mit dumpfem Gebrüll in die Höhe sprang und durch die bestürzte Herde den vertrauten und offenen Raum der Heide gewann. Il y avait de la rosée dans l'herbe et le soleil était encore rouge et bas sur les marais, quand les troupeaux et leurs conducteurs se trouvèrent le lendemain face à face, à la lisière de la forêt. Laban n'avait plus de brin d'herbe entre les lèvres et les soucis qu'il avait eus à percer le sens de la remarque sur le pasteur semblaient bien loin. Peu expérimenté au combat, il n'avait pas remarqué que Michael avait œuvré pour se trouver dos au soleil, afin de ne pas être ébloui. Poussé par un souvenir obscur des pratiques guerrières des temps primitifs, il tenta d'engager les hostilités par des injures homériques, sommant ce fils de garce de lui dire s'il était enfin prêt et disposé à crever. Bien que le sens exact de l'injure lui ait échappé, Michael sentit que des lèvres ignobles venaient d'outrager sa mère d'une infâme façon. Sans un mot de riposte, il leva sa fronde, visa la plus proche vache du troupeau de Laban et l'atteignit si rudement en plein flanc qu'elle fit un bond, poussa un sourd meuglement et, traversant le troupeau effaré, regagna l'espace ouvert et familier de la lande. Cette attaque inopinée fit perdre à Laban le fil de son plan de bataille, péniblement élaboré. Il poussa un juron et, levant son bâton, lança avec force les anneaux de chêne en direction de la poitrine de son adversaire, qui les évita d'un bond. Aussitôt, il excita d'un mot bref le chien borgne à lui rapporter l'arme et tira de sa poche d'autres chaînons de fer qu'il enfila aussitôt à son bâton. Presque au même instant, Wotan courut au chien borgne et le culbuta sur le côté. Laban, voyant ses plans à nouveau contrariés, se précipita en avant pour terminer ce combat à son avantage en terrain plat. Mais le caillou rond de la fronde de Michael l'atteignit si précisément et si violemment au tibia que, fauché en pleine course, il s'écroula en poussant un affreux juron avant que sa bouche ne s'emplisse de terre. Par la suite, Michel n'a jamais parlé que de mauvaise grâce de ce combat. Donc on a clairement une scène qui reprend un peu la scène de la Bible de David et Goliath, une scène en plus qui discute dans une autre scène du roman en classe avec les professeurs. C'est vrai que dans le roman, il y a plein de références à la Bible, mais c'est aussi parce que les personnages eux-mêmes vivent comme ça. C'est un système de repères pour eux. Et on a évidemment cette grande métaphore du berger et de l'agneau qui va jouer un rôle très important plus tard dans le livre. Mais est-ce que la religion joue le même rôle pour les personnages comme pour l'auteur? Comment l'auteur voit la religion et comment il infiltre dans le roman? Alors effectivement, Ernst Wiechert, en ayant grandi en Prusse orientale, dans ce petit village avec son père qui s'occupait de la forêt, dans ce village-là, c'est une enfance baignée de religion et dans la religion. Plus tard, Ernst Wiechert se définira également comme un auteur catholique. Lui, ce qu'il entendait par le catholicisme, ce n'était pas simplement du prosélytisme ou une croyance absolue, c'était en fait un attachement aux faibles. Et c'est ce qu'il représente dans ce roman-là, à la fois d'utiliser, comme tu l'as dit, des images, des métaphores qui renvoient à la Bible, mais de retenir une leçon, s'il y en a une à retenir, qui serait justement ce grand intérêt pour la compassion. Et donc la nature, ça serait donc clairement une création divine, la nature qui est donc au centre du roman. C'est vrai qu'il y a une sorte d'opposition. Il y a un personnage qui est très intéressant par rapport à ça, c'est Tamara, une artiste peintre qui apparaît
soudainement au village, qui s'installe chez un villageois, qui veut peindre, dessiner l'environnement et qui est très fascinée par Michael. Elle-même, elle est urbaine, c'est vrai on peut très bien l'imaginer aujourd'hui en tant que femme végane qui fait du yoga et qui en recherche en fait d'une spiritualité, mais qu'elle ne trouve pas vraiment. Et donc il y a cette opposition peut-être entre nature et art. Est-ce que tu le dirais comme ça? Alors, je pense davantage que le personnage de Tamara, tu l'as bien décrit, hein, mais il faut voir dans l'économie du récit, c'est-à-dire que ce Michel, après avoir commis cet exploit-là et cette promesse, il va avoir 3 types d'épreuves, pour ainsi dire. L'épreuve de l'amitié, avec ses amis qui vont être de vrais amis, sauf que ses amis, comme ils ont plus les moyens, ils vont pouvoir quitter ce village. Et Michel, lui, il va vivre l'expérience de l'enracinement, de devoir rester ici. Ensuite arrive l'expérience de l'amour. Et là, comme tu l'as dit, il y a quelque chose d'extrêmement amusant aussi, où Ernst Wiechert est à 2 doigts du clin d'œil ironique en montrant cet élément extérieur qui arrive dans le village. Il montre une mentalité villageoise qui a plutôt peur de l'inconnu, qui a plutôt peur de l'extérieur. Mais quand on regarde que le narrateur et que l'auteur Ernst Wiechert porte sur ce personnage de Tamara, c'est le même regard qu'il porte sur tous les personnages, c'est-à-dire un regard à la fois bienveillant et lucide. Et ce personnage de Tamara fait vivre une expérience à Michel, sans rien dévoiler, qui est l'expérience de la représentation. Elle le représente. Et cette représentation va choquer Michel parce que cette représentation est un miroir. Et Michel n'est pas encore prêt et apte à recevoir cette image de lui-même. Mais c'est vrai que ça reste un personnage un peu antipathique parce qu'elle met en danger Michael, qu'on aime bien en tant que lecteur. Et là, j'avais quand même un petit problème parce que c'est quand même, c'est-à-dire l'élément étranger, c'est la personne étrangère, la seule qui appartient pas au village. Est-ce que tu le vois de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une diffamation de l'étranger aussi un peu ou pas du tout? Non, je crois pas parce que encore une fois, cette Tamara, elle pourrait apporter quelque chose à Michel et Michel n'est pas encore prêt et apte à le recevoir. Et elle pourrait apporter cette ouverture, elle pourrait apporter cette expérience des sens. Et lui, malheureusement, c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, passe à côté de ça. Et Ernst Wiechert montre qu'il y a une possibilité que le personnage n'est pas prêt à prendre. Donc, à la fois, elle reçoit un accueil qui est un accueil fermé de village, mais elle offre une proposition ouverte au personnage. Michael, en tout cas, il garde un peu sa pureté, sa position dans la nature. Mais est-ce que tu dirais que c'est un livre anti-moderne? Alors ça c'est intéressant, oui, mais le problème de ce concept d'anti-moderne, c'est qu'en fait il peut recouvrir plein de choses, on va en parler de 2. C'est anti-moderne qui serait contre la philosophie des Lumières, ou ce serait anti-moderne dans un sens d'anti-modernisme, c'est-à-dire contre un certain progrès, contre cette idée que oui, il y a un progrès technologique humain qui va nous être utile et qui va tout régler. Ernst Wiechert, il est plutôt du côté de dire méfions-nous, ce qu'on possède va finir par nous posséder, ce fameux aphorisme nietzschéen. Et en ça, il est très critique face à une certaine confiance ou arrogance de l'homme dans cette notion de progrès, parce qu'il dit si on passe à côté de tout ça, c'est pas simplement la nature qu'on va abîmer, c'est notre propre nature qu'on va perdre, c'est-à-dire une possibilité d'être en contact avec les êtres et les choses. Plus, il faut voir le contexte, c'est vraiment entre 2 guerres. Il y a l'expérience de la Première Guerre mondiale qui est juste derrière eux. Donc la modernité ne veut pas dire la même chose éventuellement pour eux que pour nous aujourd'hui. Et oui, il y a cette idée effectivement derrière le progrès qui était une idée aussi de promesse. Et Ernst Wiechert, comme tous les hommes et les femmes de son temps, ou les hommes et femmes de bonne volonté, se rend bien compte que là, il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe en Allemagne, mais qui se passe également ailleurs, en Italie, en Espagne, au Portugal, et que cette montée comme ça des extrêmes, cette montée du ressentiment menace tout. Et Michael est donc pas seulement le héros du village, mais aussi le héros de Wiechert. Quel est l'idéal humain qui est représenté donc ici? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au départ, il y a cette promesse qui serait une promesse de conquête, de remuer le monde, d'imaginer que Michel, ça va être ce futur roi ou cette personne qui va pouvoir régner, dominer, etc. Et au final, Michel, il va atteindre autre chose qui est un haut degré d'humanité. Et ça, c'était très important pour Ernst Wiechert pour montrer que ce jeune berger qui a l'air simple, ce jeune berger qui est un pauvre, un délaissé, en fait, il arrive à être beaucoup plus royal sans être roi grâce à ce haut degré d'humanité que tous peuvent atteindre et qu'en l'occurrence, Michel atteint.
Et ce Michael va quand même être confronté à une grande épreuve qui est la guerre. Donc une nouvelle très touchante, très joliment écrite et absolument à lire. Merci. Merci.